Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment envie de faire et d'ailleurs que je vous ai promis de tourner il y a un petit moment déjà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais je suis partie à Lyon en avril dernier et durant mon trajet en train, j'ai acheté un magazine qui s'appelle Le Matricule des Anges, vous avez dû le voir dans le titre de toute façon. Et donc c'est un magazine que je connaissais déjà mais que je n'avais jamais eu l'occasion de feuilleter. Et je l'ai trouvé vraiment très intéressant, très complet. Du coup, je vous ai demandé en story si ça vous intéressait que je vous en fasse une revue, un peu comme j'avais fait pour le magazine Cosette. Si ça vous intéresse, je vous mets le petit lien ici. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Pour parler un peu plus du magazine, c'est un magazine français qui a été créé à Montpellier par des journalistes en 1992. Et c'est un magazine qui est diffusé en France, en Belgique, au Canada et en Suisse. Il ne contient aucune publicité, personnellement c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Il fonctionne uniquement grâce à la fidélité des abonnés. Ce magazine ne parle pas de best-sellers, il accorde plutôt l'importance à des livres de niche ou des auteurs qui ne sont pas encore connus du grand public. Donc ça vous permet vraiment de découvrir beaucoup d'auteurs et il met plutôt l'accent sur des interviews ou des entretiens avec des auteurs, des maisons d'édition, tous genres confondus. Quand on regarde un peu le sommaire, on peut voir que c'est tous les genres qui sont mis au fur et à mesure. Donc il n'y a aucun genre qui est perdu, il n'y en a aucun qui est effacé au détriment d'un autre. C'est quelque chose qui rend le magazine assez complet. Pour remettre un point de comparaison par exemple avec le magazine Lire, il y a une grosse sélection de livres, c'est plutôt le roman qui prime au détriment d'un autre genre. Il possède également un site internet qui est complémentaire au format papier parce qu'il y a une rubrique qui est un peu plus d'actualité. Et pour finir, le prix est de 6,50€, soit à peu près le même prix qu'un magazine Lire. Que le magazine Lire, si on les met un peu en comparaison, à cela dit que celui-ci ne contient pas du tout de publicité alors que Lire en contient. J'ai essayé de choisir un espèce de pot pourri avec pas mal de genres différents. Au milieu, j'ai pris Terre énergumène de Marie-Claire Bancard, donc c'est un recueil de poésie contemporaine d'une autrice française qui est assez connue. J'ai pris Herland de Charlotte Perkins-Gilman. C'est une autrice anglaise, donc plus ancienne que Marie-Claire Bancard, puisqu'il me semble que c'est une autrice des années 1960. Et donc c'est une autrice américaine, donc c'est un roman traduit d'anglais. J'ai pris une pièce de théâtre de Claude Simon qui s'appelle La Séparation, avec un petit livret à la fin pour un peu plus comprendre la vie de l'auteur et ses inspirations. Le dernier que j'ai pris donc avec la jaquette séparée, je suis pas très soigneuse, je suis désolée. C'est le premier opus de Christophe Bernard et il possédait une double page dans la revue Le Matricule des Anges que j'ai trouvé assez intéressante. Donc c'est un gros bébé puisqu'il fait 700 pages que je n'ai pas encore fini comme vous pouvez le voir, j'en suis à la moitié. Mais je pense avoir assez de recul pour pouvoir vous en faire une petite revue. Si vous voulez avoir la revue définitive de cet ouvrage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'à mon avis, la conclusion de ma lecture se fera d'ici peu sur ce compte-ci. Alors on va commencer par Herland de Charlotte Perkins parce que c'est le premier que j'ai lu, il me semble. Donc ça raconte 3 Américains dans les années 1960, donc c'est-à-dire une époque où on ne fait plus de nouvelles découvertes, mais en même temps il y a encore des endroits qui sont considérés comme des peuplades inconnues, qui décident de voyager et qui sont très intrigués par les coutumes locales lors d'un de leurs voyages. Et à travers ces coutumes locales, ils découvrent le pays Herland, donc c'est un pays uniquement peuplé de femmes. Ils se rendent compte que ce sont les premiers hommes à avoir visité Herland depuis 2000 ans. Comme vous pouvez le comprendre à travers ce bref résumé, c'est un récit profondément féministe, et d'ailleurs on peut même parler d'utopie féministe. Quand il a été écrit en 1915, il a connu un grand succès et puis il est peu à peu tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, il a été republié en France en 2016, je crois. Oui, c'est ça, qui lui permet de trouver un nouveau regain d'actualité. Je trouvais que c'était un livre extrêmement fort, extrêmement intéressant, très très bien écrit et très simple à comprendre. À travers cette rencontre entre deux cultures complètement opposées, puisque les femmes de Herland n'ont pas rencontré d'inconnus et encore moins d'hommes depuis 2000 ans, eh bien on va découvrir leur pays, mais sous prétexte de découvrir leur culture, eh bien on va mettre en opposition notre culture, notre façon de concevoir les choses, notre conception de pensée, etc. Et à travers cet échange entre hommes et femmes, du coup, mais entre civilisation et utopie, on va peu à peu déconstruire tous les fondements de la société humaine. Et ça nous rend plus humbles, puisque ça nous rend finalement plus petits, et ça nous invite à reconsidérer les choses. Donc pour ça en fait un récit extrêmement politique, mais c'est également, comme je vous l'ai dit précédemment, un récit extrêmement féministe. Premièrement parce que, en fait, à travers ce roman, on exclut toute sexualité vis-à-vis de la femme. La femme n'est pas perçue comme un objet, la femme n'est pas perçue comme un objet sexuel, elle est considérée comme une entité. Et tout au long du récit, on voit justement le trouble qui s'émane des hommes, puisqu'ils ne comprennent pas cette forme de féminité qu'ils n'ont jamais ressenti alors. Il ne faut pas oublier que le livre il a été il est paru en 1915, donc c'est quand même à une époque où on n'avait pas la même conception de la femme qu'aujourd'hui, mais même encore maintenant on peut ressentir finalement ce rapport à la femme. À un moment donné j'ai trouvé ça un petit peu réducteur parce que je me suis dit si une femme
possède pas de désir, ça voudrait signifier qu'elle n'est pas capable de désirer sans l'homme, sans une pénétration, sans un rapport sexuel avec un homme. Et je trouvais ça un peu réducteur par rapport à toutes les conceptions homosexuelles ou autres. Et au final, je me suis dit que c'était assez intéressant parce que finalement, ça exprimait très bien la frustration de l'homme à ne pas pouvoir posséder cette chose puisqu'elle n'est pas l'objet d'un désir, puisqu'elle n'est pas désirable, puisqu'elle n'est pas considérée comme. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié, très fin, très intelligent, mais très simple à lire. Je vous conseille franchement. La séparation de Claude Simon. Donc Claude Simon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur français, plutôt contemporain, qui n'a pas écrit de théâtre. En réalité, c'est sa seule pièce de théâtre que souvent on considère comme une adaptation de Brin d'Air, donc un de ses romans un peu plus connus. Pourtant, l'auteur, lui, l'a toujours considéré comme une œuvre à part et une œuvre détachée de Brin d'Air dans son œuvre. La preuve en est qu'il a demandé à ce qu'elle soit insérée dans sa bibliographie, donc dans l'ensemble de son œuvre. Les éditions du Chemin de Fer ont décidé très récemment de publier cette œuvre, donc qui n'a jamais été publiée, donc c'est une nouveauté dans l'œuvre de Claude Simon. C'est un parti pris de réhabiliter cette œuvre et donc ça crée une façon intéressante de concevoir l'œuvre. On la conçoit comme une pièce de théâtre, mais aussi dans le questionnement comment réhabiliter une œuvre quand elle n'est pas considérée comme importante dans la biographie d'un auteur. C'est pour ça qu'à la fin, en fait, il y a tout un petit feuillet qui retrace du coup tout le travail de réflexion de Claude Simon pour concevoir cette œuvre et pour montrer que ça témoigne bien d'un cheminement et d'une réflexion qui va bien plus loin qu'une adaptation d'un roman à une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre parle d'amour et plus précisément de l'auscultation de l'amour. Elle met en scène deux couples, donc un plus jeune et un plus vieux. La pièce va être construite donc dans cette opposition entre ce nouveau couple et cet ancien couple, puisque dans la représentation théâtrale de Claude Simon, il imagine une scène coupée en deux dans laquelle on puisse voir l'ancien couple et le nouveau couple dans un jeu de construction en miroir. Les deux couples vont, comme je vous l'ai dit précédemment, se séparer peu à peu. On va laisser entrevoir l'auscultation du couple et du coup toute cette pièce parle de la désintégration de l'amour, de l'effacement de l'amour, de la perte de l'amour et cette réflexion elle est entrevue à travers plusieurs points. Ça va être déconstruit à la fois par l'image du corps et à la fois par l'image de la parole et des mots. Quand je dis le corps, en fait, tout au long de l'histoire, on assiste en arrière-fond à la mort d'une tante, une vieille tante de la famille, et donc c'est par cette dégradation du corps qu'on évoque l'idée de la séparation, mais de manière corporelle. Ensuite, il y a tout le dialogue du coup en premier plan qui est évoqué entre les deux couples, ou bien de manière interne entre les deux duos, qui cette fois-ci en fait va se déconstruire par les non-dits. En fait, on assiste à deux familles bourgeoises qui essayent de mettre en avant une image assez propre d'eux, mais finalement dans leur discours, dans leur façon de parler, on voit bien que c'est du fictif, que tout ça n'est qu'une façade, mais qu'en réalité, ils se bouffent intérieurement entre eux. Et donc c'est toute la force de cette pièce, c'est qu'elle se construit entre ces deux rapports. Donc pour vous donner mon avis, personnellement je n'ai pas vraiment accroché à cette œuvre, que je lis très peu de pièces de théâtre. Je vous ai dit il y a quelques mois que j'aimais beaucoup H.G. Mouawad, mais c'est une exception puisque son style est très particulier et même hybride, on fait presque une sorte de roman. Donc c'est pour ça premièrement que je pense que j'ai été un peu opaque à ce style. Deuxièmement, je pense que je ne l'ai pas apprécié parce que j'ai été assez faussée par la description que nous propose le Matricule des Anges. En fait, j'avais la sensation que ça allait être vraiment une déconstruction violente de l'amour, une séparation assez brutale. Or, au contraire, finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment sous-entendu, très étouffé. Et c'est quelque chose qui m'a permis clairement de ressentir les sentiments des personnages. Par contre, je vous ai parlé tout à l'heure du petit feuillet à la fin, donc qui cherche à réhabiliter l'œuvre. Je le trouve vraiment très intéressant, très brillant. Et je pense qu'il sera même plus intelligent de commencer par la postface, si jamais vous ne connaissez pas l'œuvre de Claude Simon, pour pouvoir un peu mieux intégrer la réflexion qui s'émane de cette œuvre tout au long du récit. Je trouve ça même dommage qu'il n'ait pas mise au départ, peut-être que c'était pour pas influencer le lecteur, mais moi personnellement je trouve qu'elle est vraiment brillante et qu'elle vaut vraiment des tours si jamais vous avez envie de découvrir Claude Simon sous un autre angle. La troisième œuvre dont je vais vous parler, c'est La Terre énergumène de Marie-Claire Bancard. C'est une femme qui est assez connue pour son travail de traductrice, mais aussi de doctorante, notamment aux éditions de Minuit. Lorsqu'elle publie cette œuvre, elle est déjà acceptée par son public, elle est déjà considérée comme une autrice et elle n'a plus rien à prouver. Et d'ailleurs, ses thèmes sont déjà assez connus donc des lecteurs. Si vous connaissez pas Marie-Claire Bancard, je vais vous les énumérer un petit peu. La peur de la mort, la désillusion de la vie face à la mort imminente, les rites et les mythes donc humains qui vont être déconstruits tout au long de sa poésie, puisque finalement ils n'ont pas de valeur face à la mort. L'amour comme moyen de survivre, comme moyen de se battre contre cette réalité.
Et cet amour, il va être toujours construit en ayant en tête l'idée que le corps, il va toujours être une surface poreuse. Donc ça veut dire que même si l'amour, elle élève l'âme, elle permet d'aller plus loin, et bien le corps, il va toujours être une surface fragile qui peut nous faire tomber dans la mort. Quand elle pense à ça, elle pense direct à l'ineptie de la vie, mais aussi à l'idée de la maladie, qu'on peut tomber malade très facilement, et que même si on peut se battre, et bien oui, parfois la maladie, elle nous attaque et elle nous fait tomber dans la mort. Terre et Dinculmen, ça va être la dernière partie du recueil, mais on va dire que c'est une anthologie un peu plus complète que ça, puisqu'il va y avoir beaucoup plus de poèmes. Et ce qui est assez intéressant finalement à cette œuvre, c'est que tous les thèmes que j'ai évoqués précédemment, eh bien, ils sont évoqués, mais avec l'idée de s'en sortir, d'aller plus loin, d'aller de l'avant, avec une idée de renaissance. Cette fois-ci, Marie-Claire Blanca, elle ne cherche pas à rester dans le désespoir et à se dire qu'il n'y a pas de possible renaissance. En fait, il faut accepter cette tension, il faut accepter cette réalité pour pouvoir aller de l'avant, être heureux enfin et en harmonie. Je trouvais que c'était vraiment une œuvre très intéressante et très belle. Elle illustre les angoisses de tout le monde, les angoisses de tout à chacun, qui sont des angoisses qui vont être exprimées dans le quotidien, donc dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. Elle donne finalement les clés pour nous délivrer de cette angoisse et cette peur de la mort qui peut travailler chacun d'entre nous et de manière totalement multiple. Si vous vous lisez pas forcément de poésie, peut-être que ça va vous paraître un petit peu spécial parce que c'est de la poésie contemporaine, donc c'est pas de la poésie rimée, c'est de la poésie assez déconstruite. Néanmoins, le fait qu'elle évoque des thèmes du quotidien, qu'elle évoque des peurs qui sont propres à tous, elle évoque tout ça dans des situations fondées, concrètes, je pense que ça la rend quand même assez accessible et assez atteignable pour tous. Donc je vous le conseille également, j'ai beaucoup aimé ce recueil, je le trouve vraiment très intéressant et très très beau. Et en plus, j'ai eu l'opportunité de le lire à Guernsey durant mon voyage. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais également sur ICTV, mais plus un vlog. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un bonheur de lire finalement cette ode à la nature à travers les magnifiques paysages que j'ai pu rencontrer à Guernsey. Donc j'en garde un souvenir tout particulièrement sentimental. Dernier mais pas le moindre, donc, qui est La Bête creuse de Christophe Bernard. Donc c'est un gros bébé, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui fait plus de 730 pages et actuellement j'en suis à la moitié, mais je pense que j'ai un petit peu de recul, en tout cas assez pour vous en faire un petit résumé. Ce récit va se dérouler sur plusieurs époques, même sur des siècles séparés, puisque on va avoir affaire à l'ancêtre d'un homme et du coup son petit-fils un siècle plus tard, et donc on va voir leur destin évoluer en parallèle tout au long du récit. Le premier récit, ça va être l'histoire de Monty, donc dans les années 1911, c'est un Gaspésien, donc un habitant de la Gaspésie, qui est une ville, je crois, au Canada, ou une région, je ne suis pas sûre de moi. Et en fait, cet homme, Monty, va devenir riche, notamment en arnaquant pas mal de monde. Et il s'avère que cette richesse, cet amas de gains, elle est due grâce à une bête qui finalement jaillit dès qu'il y a un moyen de se faire de l'argent, de faire fortune, etc. Donc l'idée un peu de la bête creuse. Et donc c'est grâce à cette richesse qu'il va pouvoir faire évoluer son pays, évoluer sa ville, mais aussi se livrer à tout un tas d'excès comme l'alcoolémie, la luxure, etc. Et un siècle plus tard, il y a un autre des protagonistes qui est en fait le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Monty, qui s'appelle François, et qui lui en fait est convaincu qu'une malédiction pèse sur la famille des Monty et que cette malédiction elle est due à cette bête creuse. En tout cas, il ne connaît pas l'existence de la bête creuse, mais il est sûr que si tous les protagonistes, tous les proches de la famille de Monty sont alcooliques, c'est dû à une malédiction, et du coup il décide de quitter donc le Canada pour lequel il s'était exilé pour retourner en Gaspésie et percer ce mystère. Et donc on va voir tout au long du récit l'évolution de ce personnage donc, qui va essayer de découvrir la vérité, et en parallèle l'évolution, l'ascension de Monty qui lui il va faire fortune à travers cette malédiction, à travers cette richesse obtenue par une sombre bête, une atmosphère de bestiole un peu sombre qu'on peut appeler la bête creuse. On peut voir cette bête comme une métaphore, mais elle est quand même assez palpable, assez concrète dans l'histoire, donc je reste encore en molle sur cette idée-là, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas fini le récit, j'en suis à la moitié. Vous avez pu comprendre dès le départ à mon résumé, c'est qu'on retrouve l'idée des rougon-macquart, donc de l'évolution d'une tare au fil des personnages, et même d'une histoire à travers les âges, à travers les siècles, avec plusieurs protagonistes qui dépassent les époques. Après, la différence et même je dirais la subtilité et toute l'originalité de ce livre tient au fait que Christophe Bernard a choisi d'écrire son roman en argot complètement québécois, avec du coup des expressions québécoises, des formulations de phrases québécoises, toute une réflexion autour de l'argot et du patois, donc qui peut être en Gaspésie comme à Québec, comme au Canada en général, et donc ça offre une lecture complètement différente de ce qu'on aurait pu faire
d'un autre ouvrage. Je pense qu'en tant que française, du coup ça offre vraiment une lecture qui nous plonge en immersion complète dans le roman, mais ça crée aussi une difficulté de lecture. On se heurte aux mots puisque clairement il y a beaucoup d'expressions que moi personnellement je ne connais pas, des formulations que je ne connais pas et qu'il faut que j'essaye de comprendre à travers le texte. Clairement j'ai du mal à rentrer dedans, je vais pas vous mentir, mais c'est plus dû à la difficulté de la langue que vraiment au récit, parce que vraiment l'espèce de construction en parallèle, et ben ça crée du suspense sans cesse. Il y a beaucoup de protagonistes, c'est très riche. L'alcool voilà, est un fil conducteur tout au long du récit, donc on sombre dans beaucoup d'excès qui peuvent être très intéressants à lire, qui créent beaucoup d'action. C'est vraiment un parti pris de l'auteur parce qu'il l'exprime dans l'interview qu'il fait pour le Matricule des Anges. Qu'est-ce que j'en pense du Matricule des Anges? Je pense que c'est un très très beau magazine de niche, honnêtement. Si vous êtes un amateur de lecture et que vous avez vraiment envie de découvrir des petites pépites, des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, des livres sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de tomber, vraiment je vous conseille ce magazine. Néanmoins, je pense que ce n'est pas un magazine qui est destiné à tout le monde. Ça reste quand même une sélection assez pointue, avec des livres assez, pas compliqués, mais quand même assez ardus dans le style. Pas pour tous par exemple, puisque Erland, je vous l'ai dit, je l'ai trouvé assez simple, assez limpide, mais c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté dans la forme ou dans la construction ou bien dans les thèmes imposés. Donc c'est vrai que voilà, pour des gens qui débutent dans la lecture, qui sont pas forcément au courant de ce qui peut se lire, etc., je le conseillerais peut-être pas parce que ça peut vous paraître ardu. Par contre, si jamais vous êtes un fervent lecteur, que vous êtes toujours à la recherche d'une nouveauté, que vous êtes toujours à la recherche de la pépite, d'un truc qui pourra vous ébranler, qui pourra vous stimuler, vraiment je vous le conseille. Zéro pub, que du texte, même la quatrième de couverture, elle est constituée à une revue sur un livre, c'est 50 pages de pur bonheur qui vont vous faire découvrir des trucs que vous n'avez jamais découvert autre part, avec vraiment des sélections de A à Z sans aucun moment où vous pouvez vous reposer. Là c'est vraiment un condensé fort et complet avec tous les genres confondus, donc vraiment il y aura forcément un truc pour vous. Pas me dire en commentaire s'il y a d'autres magazines, d'autres revues, littéraires ou pas, que vous voulez que je teste, que vous voulez que je découvre, pour vous dire si la sélection vaut le coup et pour qui elle est intéressante. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, j'avais vraiment hâte de vous partager toutes les lectures que j'ai pu découvrir grâce au Matricule des Anges. Je vous mets bien évidemment toutes les informations en barre d'infos. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aude, j'ai 22 ans et toutes les semaines je fais une vidéo qui tourne autour des livres. Donc ça peut être des revues, ça peut être des lieux littéraires, des remèdes littéraires et bien plus encore. Je vous laisse consulter ma chaîne si jamais vous êtes curieux de découvrir un peu plus mon travail. Je fais des lives de lecture tous les vendredis soirs à 21h30 pendant 1h30 à 2h. Si jamais c'est un format qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter du coup ma chaîne Twitch. Et je fais des revues au moins une fois par semaine sur Instagram. Et donc voilà, je pense que c'est tout, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Prochaine, on se retrouve pour un remède littéraire. Il y a quelques indices sur le thème qui va être proposé la semaine prochaine dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous avez des petites idées sur ce que ça pourrait être, sur l'idée du thème prochain. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao.